Française, Français, aidez-moi. 彼らは無名のまま風のように去った。 Stanotte t'ho sognata tutta la notte. D'étoiles en étoiles sur Campus Grenoble 90.8. Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de l'émission d'Étoiles en étoiles. Je suis Alexandre et je vous proposerai à chaque épisode de parcourir le monde en 30 petites minutes avec les yeux, avec les sens d'un autre. Aujourd'hui, cet autre qui va gracieusement nous prêter ses yeux, ses sens, c'est Rémi Vigneron, doctorant en architecture au laboratoire Culture Constructive à Grenoble. Bonjour Rémi. Bonjour. Une maison faite de murs en pneus recyclés, de cloisons en canettes de bière ou de coca usagées, une maison déconnectée du réseau électrique. Voilà ce qu'on peut lire dans la description des Earthships, ces habitats écologiques par excellence, ces géonefs lancés à la conquête du marché de la construction durable. Rémi Vigneron, les Earthships, ce serait pas finalement des bidonvilles version 2.0 ? Pas complètement. Les Earthships, en fait, à la différence des bidonvilles que l'on connaît dans les villes du monde entier, ne sont pas construits dans l'urgence. Ce sont en fait des autoconstructions, comme tu viens de le dire, qui sont faites dans le respect de la nature et qui sont intégrées au paysage. Et qui, comme leur premier concepteur des Earthships, Michael Reynolds, dans les années 70, s'est basé sur que la récupération de pneus, de canettes en alu, de boîtes de conserve et même de bouteilles de verre, et les a recyclées pour construire donc un habitat qui ressemble à une longère que l'on peut connaître dans certaines régions de France, qui sont généralement exposées au sud, dont la façade au sud est généralement vitrée, et qui sont très bien intégrées au paysage et assez discrets. C'est en quelque sorte des œuvres d'art. Mais quelle allure est-ce que ça a de l'intérieur ? Est-ce qu'on voit des canettes de bière pendre à travers les cloisons de sa maison ? Alors, l'idée du recyclage du pneu, c'est donc de bâtir les cloisons avec des pneus, de les remplir de terre, et ensuite de les recouvrir d'un adobe, d'une chaux, et de décorer, pour certaines constructions, elles sont décorées avec des bouteilles, des culs de bouteilles, des culs de canettes, et j'enjoins les auditeurs à regarder sur Internet ces fameux Earthships ou les géonefs, comme on les appelle en France. Les images sont très esthétiques et les constructions sont proches de ce que l'on pourrait connaître de l'art in situ, l'art paysage. D'accord, et donc tout ça, c'est l'habitant lui-même qui le construit. C'est le jeune cadre dynamique de 30 ans, c'est la mamie, Madame Michon, qui pendant sa retraite va se mettre à la maçonnerie, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, les régulations, les politiques publiques ne sont pas forcément en faveur de ce genre de produits. Après, oui, on peut se former à construire des Earthships. Moi, je regarde en ce moment quel genre de chantier participatif il existe en Europe pour pouvoir rejoindre ce genre de formation et pouvoir construire moi-même éventuellement un jour un Earthship. Dans ce même genre d'idée, on retrouve en fait, l'idée en fait qui est derrière l'Earthship, c'est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée de recyclage, mais aussi d'autoconstruction et également de logement abordable. Et dans le logement abordable, donc il y a ces Earthships qui sont faites de recyclage, mais on peut aussi retrouver les maisons de containers. Là, il y a des exemples beaucoup plus probants en France. On commence à en trouver plusieurs. Un exemple ? De noms comme ça, j'en ai pas, mais en termes de chiffres, pour les personnes qui construisent à l'heure actuelle, il faut savoir que l'exemple que j'ai en tête se trouve en Bretagne. Et le site de cette personne indique un prix au mètre carré en clé en main, en dessous de 1 000 €. Waouh. Et au-delà des conteneurs aussi, il y a les Earth Bags, qui sont alors inspirés des bunkers ou des tranchées, des constructions militaires. Ça a l'air ravissant, dis-moi voilà, en plus. Ravissant. C'est donc dans le même style que les Earthships, avec une décoration qui est celle de l'habitant, mais qui a le mérite d'être beaucoup moins cher que la maison de parpaing lambda. D'accord, donc là l'idée c'est de recycler à partir de matériaux existants, mais en partant d'un site qui est vide, d'une table rase. Est-ce qu'on peut aussi construire sur de l'existant, partir d'un bâtiment qui existe déjà, essayer de l'améliorer un peu ? Alors oui, là, on sort de ce premier domaine qui est celui de l'habitat abordable. On est sur de la ville existante
Et sur la ville existante, oui, il y a de nombreux exemples de réadaptation, de rénovation, de réaménagement de locaux. Il y a un exemple là qui me vient à l'esprit, c'est le cas de l'Hôtel Dieu sur la presqu'île à Lyon, qui était, depuis sa construction au XIIe siècle, un hôpital de proximité et qui va se transformer dans les prochaines années, il me semble que c'est à l'horizon 2020, en hôtel de luxe, galerie commerciale, et il me semble qu'il y aura également des cours intérieures à destination des Lyonnais. Mais ce bâtiment qui avait été construit initialement comme un hôpital n'a pas de spécificité dans son architecture qu'il destine plus à être donc un hôpital qu'une galerie marchande ou quoi qu'il soit censé devenir? Là, on tombe dans un domaine qui est... on peut parler du terme de la ville durable, puisque c'est un terme qui est à la mode. La ville durable veut que son bâti existant soit réutilisé, réadapté, et les structures comme un bâti qui est vieux de 8 siècles peut éventuellement changer de fonction. En termes de structure, il peut être réutilisé et en quelque sorte, si on y réfléchit bien, un hôtel de luxe, ou un hôtel plutôt, et un hôpital. C'est la même chose? Ouais, on y dort également. Très bien. Pour l'aménagement de la ville plus généralement, est-ce qu'on se destine à essayer de la transformer comme tu viens de le décrire dans le cas de l'hôpital, mais sur un plan plus large, donc partir de la ville existante et essayer de la modifier par endroits pour la rendre plus adaptée aux usages actuels? Ou bien est-ce que l'idée c'est de développer d'autres villes à partir à peu près de rien, loin des villes existantes, et de développer quelque chose qui serait dès le début correct et adapté aux usages? Alors dans cette optique du développement durable que j'évoquais tout à l'heure, il faut savoir que l'on pense que la ville a atteint ses limites en termes d'étalement urbain. Et donc aujourd'hui, le plus grand des enjeux est de reconstruire la ville sur la ville, et donc de réadapter une ville qui s'est développée majoritairement au-delà du centre historique, qui s'est développée au cours des 50 dernières années, puisque la tâche urbaine s'est vraiment étalée au cours des 50 dernières années, et il s'agit de réadapter, de repenser un petit peu cette ville qui est aujourd'hui zonée, qui est faite de plusieurs usages, dans un tout qu'on pourrait éventuellement appeler multifonctionnel. Super, on fait une petite pause avec Odezen, dis-moi. L'essentiel, c'est de sourire. Hein. Comprenez? Faut que les gens qui viennent faire leurs courses aient envie d'acheter. Hein? Un supermarché ici. La musique, tout ça. Hein? Que les gens soient bien. Comprenez? Hey, toi, dis-moi, dans quelle mesure je suis autre? Et comment je mesure si je me vautre? De toute façon, je t'assure notre vie, je finirai par la voir à l'usure. Ou autrement dit, comme on me dit, je me ferai une raison. À défaut de me frayer un chemin dans ce démon, à force de chasser le dragon et le démon. À force de chasser le dragon et le démon. Spectateur de ce théâtre sociétal juvénile, où le décor tourne comme sur un disque de vinyle. Scratcher de mon idylle, représentation sous influence de Nil. Je comprendrais peut-être ses rôles, comprendre c'est drôle avant d'être sénile. Comprendre je m'affole, mais prendre c'est le deal. Mais prendre le fil d'une vie comme il vient, comme on attend une file d'attente en chien, que notre tour vienne en vain. Je caresse des moments de vérité, mais tard le soir je suis dérouté. Laisse tomber le sincérité sain, serré dans le rang serré, à commencer par le jean serré, les cheveux gominés. C'est le modèle dominant qui te domine. Dans le modèle variant j'ai deux mines, où tu sautes dans le déviant comme sur une mine. Le choix de ta ville, le choix de te casser, le choix de ta casse-bas, le choix de l'habiter, le choix de ton boulot, le choix de le quitter, le choix de ta femme, le choix de l'aimer, le choix de ta cam, le choix de l'arrêter, tes clopes, tes potes, ton canapé, ton tel et ta salope, ta télé, tes Nike Air, ta tise et ton grand air. Une liberté qui se résume à off-on, alors je la lâche au microphone. Un code binaire, une succession de choix, 0, 1, oui, non, acquiescement, refus sciemment. Une suite de marches constamment, être carrefour affligeant.
mais pas du temps consternant. Car une note d'optimisme malgré tout dans ce constat alarmant, c'est que de rencontre en rencontre, tu finis par trouver l'amant ou l'aimant. Et y a des souvenirs qui te rappellent comme un aimant, plus précieux qu'un diamant. Une larme chaudement, versée tout simplement. Et je dis merde à celui qui dément, celui qui vomit sa vie lâchement, celui qui tapis dans son trou de souris sort ça la mément. Dis-moi, dans quelle mesure je suis autre, comment je mesure si je me vautre. De toute façon je t'assure notre vie, je finirai par la voir à l'usure. Ou autrement dit, comme on me dit, je me ferai une raison. À défaut je me ferai un chemin dans ce démon. À force de chasser le dragon et le démon, à force de chasser le dragon et le démon. Dis-moi, 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 D'étoiles en étoiles, sur Campus Grenoble 90.8. Rémi, tu viens de nous peindre un tableau attrayant de la ville multifonctionnelle. Le concept est donc là, mais comment est-ce qu'on y arrive ? Alors la ville multifonctionnelle, on y arrive en sortant un petit peu de ce que l'on a produit, je pense, au cours des 50 dernières années. Donc par opposition à la ville fonctionnelle. La ville fonctionnelle, c'est une ville qui a été décrite au cours du XXe siècle et qui a été construite et qui s'est fortement accélérée à la suite de la Seconde Guerre mondiale, lorsque, en France en tout cas, on a eu la nécessité de construire de manière massive. Et donc cette ville fonctionnelle, c'est celle qu'on expérimente tous les jours avec notre voiture, qui est faite de zonage et qui est faite surtout de séparation. On habite dans un endroit, on travaille dans un autre, on se divertit dans un autre endroit et on fait tout ça en se déplaçant sur des réseaux de circulation qui sont généralement des fractures territoriales. Séparent ces grandes zones que je viens d'évoquer. Alors, reproduire la ville, faire de la ville durable, faire de la ville une ville éventuellement multifonctionnelle, comment est-ce qu'on le fait ? C'est une des grandes questions de la recherche en architecture et en urbanisme aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette dynamique-là, c'est de regarder ce que j'appelle la coproduction. Alors, la coproduction, en fait, c'est un atelier participatif qui se fait avec les habitants. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec l'habitant, d'analyser son territoire et de le remodeler en fonction de ses usages et des nécessités qu'ils partagent avec nous. Et les habitants ont tous un diplôme d'urbaniste ou d'architecte alors, dans ces ateliers participatifs ? Alors on pourrait éventuellement leur discerner des diplômes d'architecte et d'urbaniste, parce que certains se révèlent de très bons penseurs de la ville, mais non. Il faut savoir que dans ce genre d'atelier de coproduction, donc c'est quelque chose que j'ai été observé notamment aux États-Unis cette année, l'an dernier, en 2013, l'équipe de professionnels est là pour accompagner les habitants. Alors quand je parle de professionnels, je ne parle pas que d'architectes ni que d'urbanistes. Je parle également de paysagistes, d'environnementalistes, mais aussi d'ingénieurs transport, puisqu'il y a une nécessité de bien comprendre où se déplacent les gens, quels sont les flux, combien de personnes, à quelle fréquence, mais aussi d'économistes, puisqu'il y a une grande question derrière la ville, celle qui a régi et qui continue de régir le XXIe siècle, qui est la question de la viabilité. Donc on a des économistes qui sont là aussi pour essayer de répondre aux utopies habitantes qui émergent de ces ateliers de coproduction. D'accord, mais là-dessus, tout le monde a son mot à dire. Si on a déjà des problèmes de voisinage avec un seul voisin, qu'est-ce que ça donne quand tout un quartier essaye de se regrouper et de décider ce que va être son futur habitat, sa future maison et son futur voisinage ? Alors c'est vrai qu'au cours de ces ateliers, des fois les voix s'élèvent, mais au cours de cette semaine, c'est un processus en fait qui se déroule sur une durée d'1 an en tout, généralement 1 an en fonction du territoire, après c'est adaptable évidemment. Il y a une première partie qui est une partie de diagnostic et de préparation, où on va donc chercher à comprendre, nous autres professionnels, comment fonctionne, quelles sont les logiques du territoire. On va faire appel aux habitants et aussi on va commencer à sensibiliser les habitants à tout ce qui ça pourrait être en fait entendu comme une phase éducative, mais qui ne l'est pas réellement, puisqu'en fait on rentre directement dans une discussion avec les habitants, on est dans des parcours commentés, dans des explications architecturales et vraiment un échange.
Après, il y a un atelier public qui dure généralement, donc là, en l'occurrence, pour ces fameux ateliers de coproduction que j'ai été observé aux États-Unis, ça dure une semaine. Et donc pendant une semaine, on est 8 jours avec les habitants, 15 heures par jour, et on discute avec eux et on conçoit avec eux, on fait des maquettes, on dessine, et les professionnels accompagnent les habitants dans ces réflexions à travers des ateliers thématiques, des ateliers de discussion, et aussi les professionnels, des fois, prennent du temps pour essayer de conceptualiser, de dessiner, puisqu'en fait, la ville se base généralement sur des cahiers des charges, mais aussi sur des plans masse, des plans en 2D et des plans en 3D que l'on connaît. Je t'interromps une seconde, Rémi. Est-ce qu'il y a besoin d'aller aux États-Unis pour voir des tentatives similaires d'ateliers participatifs ou de mutualisation des tâches dans un quartier? Alors, oui et non. Ça existe en France. Où, par exemple? Alors, à la Villeneuve, par exemple, il y a un atelier qui s'appelle l'Atelier populaire d'urbanisme de la Villeneuve, on va dire qu'il y a une longue histoire, pour pas rentrer dans une explication sur l'histoire qui est assez complexe à la Villeneuve, comme une majorité de Grenoblois la connaît, cette histoire. Aujourd'hui, l'Atelier populaire d'urbanisme de la Villeneuve cherche à proposer à la mairie de Grenoble ce que les habitants veulent réellement en termes d'aménagement urbain. Mais la prise de pouvoir des habitants s'arrête là? Ils font les plans et ensuite chacun retourne chez soi faire sa petite vie à côté? Alors ils font les plans, c'est un grand mot de dire qu'ils font les plans. Les plans, ce sont les professionnels qui les font, puisqu'ils ont c'est leur travail que de faire ça. Et les professionnels sont là aussi pour écouter les habitants et pour transmettre. Ensuite, il faut savoir qu'un tel atelier qui dure, donc, comme je tentais de l'expliquer tout à l'heure, quasiment une année avec des phases intenses et des phases plus détendues, est un atelier qui est collaboratif et qui va donc créer du lien entre les habitants eux-mêmes, mais aussi qui va créer de la transparence, puisque le politique est présent, les techniciens sont présents, les professionnels sont présents et les acteurs du territoire sont présents. Donc toutes les parts, tous les gens qui travaillent sur ce territoire, qui sont actifs, qui vivent sur un territoire comme la Villeneuve, sont présents dans cet atelier collaboratif. Très bien, donc là on a réussi à créer du lien lors de ces ateliers participatifs, mais est-ce qu'il y a une manière de maintenir ce lien une fois que les choses sont faites, une fois qu'on a décidé de l'aménagement du quartier? Alors, ça peut passer par ce qui a été aménagé, évidemment. On peut éventuellement évoquer un exemple qui est assez proche, par exemple à Lyon, à Lyon, on a pu observer en fait des dynamiques d'habitat participatif. À Grenoble aussi, en fait, on l'observe avec notamment les Habiles. À Lyon, avec le village vertical. Le village vertical. Oui, c'est une centrale d'habitat coopératif. Alors ça aussi, c'est un habitat coopératif. Voilà. Donc on partage son lit, on partage sa chambre. Exactement. Non. D'étoiles en étoiles sur Campus Grenoble 90.8. En réalité, c'est une coopérative habitante dans laquelle les habitants ne spéculent pas sur leur logement et ils partagent les ressources. Donc ils construisent ensemble avec un apport financier qui est le même en fonction de la surface à surface égale, le prix est le même. Les gens montent le projet ensemble et partagent en fait les ressources qui sont généralement des ressources On a tous dans nos maisons des choses qu'on se sert qu'une fois à l'année ou plusieurs fois à l'année, mais assez rarement. Par exemple, ma machine à laver, je l'utilise un peu plus d'une fois. Bon, ta machine à laver, c'est vrai que tu t'en sers une fois par semaine, mais tu peux la partager éventuellement avec les voisins. La chambre d'amis. Prenons l'exemple de la chambre d'amis. Il y a aussi une chambre d'amis pour tout le monde dans ce village vertical. Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de chambres d'amis, mais oui, il doit y en avoir une ou deux, quoi. Et n'importe qui peut l'utiliser selon son vouloir. Il y a une personne. Exactement, il y a des salles communes. Et puis après, dans leur logement, les gens ont également décidé ce qu'ils voulaient qu'il y ait. Donc, s'ils ont senti le besoin d'avoir une chambre d'amis, ils l'ont mise. D'accord. Tout ça, ça me rappelle un peu les phalanstères à la Fourier. Alors, un petit passage de Fourier pour se faire plaisir. Le nouveau monde industriel et sociétaire. Il est évident que le peuple des pays les plus civilisés est aussi malheureux, aussi pauvre que les populaces barbares de la Chine et de l'Indostan, et que l'industrie morcelée, ou ménage de famille, n'est qu'un labyrinthe de misère, d'injustice et de fausseté. Une grande réunion n'emploierait dans diverses fonctions que le centième des agents et machines qu'exige la complication de nos petits ménages.
Au lieu de 300 feux de cuisine et 300 ménagères, on n'aurait que 4 ou 5 grands feux, préparant des services de divers degrés. Il suffirait d'une dizaine de personnes expertes pour remplacer les 300 femmes qu'emploie le régime civilisé, dépourvu des nombreuses mécaniques dont on ferait usage dans une cuisine préparant pour 1800 personnes. Le peuple, dans ce cas, dépenserait bien moins pour faire bonne chère qu'aujourd'hui pour vivre pitoyablement. Notre siècle prétend se distinguer par l'esprit d'association. Comment se fait-il qu'en agriculture, il adopte la distribution par famille, qui est la moindre combinaison possible ? On ne peut pas imaginer de réunion plus petite, plus anti-économique et plus anti-sociétaire que celle de nos villages. Bornés à un couple conjugal ou une famille de 5 ou 6 personnes. Villages construisant 300 greniers, 300 caves, placés et soignés au plus mal, quand il suffirait, en association, d'un seul grenier, une seule cave, bien placée, bien pourvue d'attirail, et n'occupant que le 10e des agents qu'exige la gestion morcelée ou régime de famille. On vient d'entendre le beau projet de Charles Fourier, un phalanstère qui réunirait à peu près 2000 personnes. Ces personnes seraient donc réunies pour les dîners et pour les autres tâches qui peuvent être effectuées en commun. Mais les phalanstères, on sait que ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y a plus de chances que les gens se tapent moins dessus dans le village vertical que dans ces phalanstères ? Alors sur le village vertical, on n'a pas 2000 personnes et ce n'est pas une personne non plus qui a imaginé le projet. Dans le village vertical, tout le monde réfléchit à des règles de vie en commun. Chaque locataire est également propriétaire de parts dans cette fameuse coopérative que je décrivais tout à l'heure. Et les règles de vie sont partagées par tous les locataires. Mais exactement, est-ce qu'il n'y a pas de raison que les tensions s'avivent encore plus qu'habituellement si tout le monde décide ou a son mot à dire sur à peu près tout ? Alors en France, c'est encore des projets qui sont à l'étude. Il me semble que les premiers projets ont émergé il y a une quinzaine d'années en France, d'habitat coopératif. Aux États-Unis, ça fait maintenant 25 ans, me semble-t-il. Et les premières générations J'ai été étonné en fait par les jeunes qui avaient grandi dans ces habitats coopératifs. Donc j'ai rencontré des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans, qui étaient très à l'aise, qui dans la vie en général très épanouis et qui avaient grandi dans un univers où en fait ils n'avaient pas seulement 2 parents ou un parent, mais ils en avaient 10, 15. Chaque personne était une personne ressource. On sent malgré tout une petite nostalgie, une sorte de paradis perdu. La campagne où chacun connaîtrait son voisin et irait le voir pour lui demander du beurre ou du lait. Est-ce que c'est pas révolu ce temps ? Alors c'est vrai qu'on est un peu dans l'image de la ville traditionnelle, de la ville médiévale où tout le monde se connaît, tout le monde s'organise autour d'un petit bourg. Il y a certainement une forme de nostalgie puisque il semblerait qu'un des grands mots du XXe siècle et du XXIe siècle, qui débute sur les chapeaux de roue, soit la solitude et l'anonymat dans nos grandes villes. Donc il y a sûrement une nostalgie et avec l'accélération du rythme de la vie, Internet, on est tous conscients, on l'utilise tous, mais il y a sûrement cette recherche d'un retour à la nature, d'un retour à la campagne, même si la campagne n'est pas physiquement présente dans le village vertical, puisque c'est un élément urbain, c'est quelque chose qui se trouve en ville. Il y a ce côté bourgade, village, on le retrouve dans le nom. Hein. Mais pourtant, on a tendance à se déplacer de plus en plus. Or, la campagne a pour caractéristique de s'étaler sur des temps longs. Les gens qui résident en campagne, ils sont maintenant, mais ils y étaient aussi il y a 10 ans, il y a 20 ans, et c'est ça qui font qu'ils se connaissent si bien. Est-ce que c'est envisageable dans une ville moderne, dans laquelle la plupart des gens viennent d'arriver, de créer le même type de lien, de nouer le même type de lien entre les habitants ? Alors, il faut savoir que lorsqu'un Français emménage dans un logement dans lequel il investit ou qu'il achète, un logement pour lequel il est propriétaire, le Français va rester. Donc, une trentaine d'années, ce qui permet de nouer des liens avec le voisinage. Et en l'occurrence, l'habitat coopératif, le village vertical ou d'autres projets, les gens sont là pour pas mal d'années, oui. J'ai un exemple des États-Unis là qui me vient en tête. La communauté de Sacramento, de la rue de Sacramento à Berkeley, s'est installée il y a plus de 20 ans. Ils ont mis 5 ans à monter le projet, définir les règles de vie, importer les maisons qu'ils avaient démontées dans un autre endroit, etc.
Et au bout de 10 ans, il y a donc sur les 14 foyers, il y en a la moitié qui sont partis pour des raisons qui leur étaient propres, divorce, soucis financiers, etc. 7 nouvelles familles sont arrivées et depuis, l'intégration s'est bien passée, il n'y a pas de tension. Enfin, il faut savoir que dans l'habitat coopératif, comme ça, il y a des réunions généralement mensuelles, si ce n'est plus souvent, pour les règles de vie et l'entente généralement. D'accord. Mais pour l'instant, tu parles beaucoup à la troisième personne et pourtant, on te sent très convaincu, très pris par ton objet d'étude. Est-ce que tu as toi-même vécu dans un de ces logements coopératifs où tu envisages d'y vivre? Alors pour le moment, non, je n'ai pas vécu, si ce n'est avoir vécu en colocation, et j'y vis toujours. Je m'intéresse surtout au premier élément qu'on a discuté aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup aux Earthships et aux Earthbags. Donc à un moment ou à un autre, je pense que je construirai la maison dans laquelle je vivrai, mais je ne sais pas où, peut-être en fait sur du tissu existant, puisqu'il y a cette nécessité-là qui est un des objets de ma recherche. Et bon, je ne veux pas rentrer dans le modèle de faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. En même temps, tu es censé être chercheur, donc livrer une recherche assez objective, et tu es très pris par ton objet d'étude, tu es convaincu de tes propos. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déviance dans le sens où les études que tu ferais seraient un peu dictées par tes convictions personnelles, par ton engagement? J'ai un petit exemple qui est assez récent, c'est à Londres, dans le cadre de la Community Organizing, où des études ont été commandées pour prouver une thèse donnée, et donc elles ont été déviées de leur but premier, qui est de livrer un constat objectif. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que tu es pris à ce point par tes convictions que tu modifies un peu tes résultats pour aboutir ça? J'essaye de ne pas rentrer dans ce schéma de pensée, puisque bon, il faut savoir que mes objets d'étude c'est l'humain. L'humain est mon premier objet d'étude, puisque le bâti et la ville est le monde dans lequel il interagit. Ensuite, un second objet d'étude est la transition. Donc la transition dans le sens où c'est un changement des mentalités. Et j'essaye de garder en fait une objectivité dans le sens où ces projets-là que j'ai évoqués, même si je semble convaincu, je les creuse, je continue de faire des recherches dessus parce que c'est le fruit d'un état de l'art que j'ai fait pendant la première année de mes recherches. Et donc en fait, j'essaie de travailler avec une certaine curiosité objective. Après, je suis prêt à pousser cette curiosité objective le plus loin possible pour faire ce qu'on appelle de l'observation participante dans la recherche, où on va chercher à détacher notre subjectivité en tant que personne, en tant que chercheur, la mettre de côté et s'impliquer au maximum dans un projet tout en gardant un peu de recul, ce qui est assez difficile, je le conçois. C'est sur ces sages paroles que s'achève notre premier numéro. Merci beaucoup Rémi. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, on se quitte en beauté avec un extrait de La Recherche du temps perdu. À la lecture, Nathalie Coupin. Des ailes, un autre appareil respiratoire, et qui nous permisse de traverser l'immensité, ne nous servirait à rien. Car si nous allions dans Mars et dans Vénus en gardant les mêmes sens, ils revêtiraient du même aspect que les choses de la Terre tout ce que nous pourrions voir. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil, avec leur pareil. Nous volons vraiment d'étoiles en étoiles.